Oye, oye, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est vendredi. Vous regardez le Grand Talk et nous sommes chez vous à la maison. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Je suis ce soir en compagnie de Élisée Boloubeux. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais Comme un très vendredi bien. pluvieux. Oui, un vendredi pluvieux, mais il reste un vendredi, le jour que j'aime le plus dans la semaine. Certains ont dit la pluie est arrivée. Dieu est bas. Bon. Isabelle est avec nous. Heureusement que c'est Brice qui a dit. Isabelle est avec nous. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, salut à la team. Bonsoir chez vous. J'adore cette intro. J'adore cette intro. La pluie comme une bénédiction. Hein, vous a envoyé vers nous. Exactement. Voilà, j'évite de trop faire de compliments. Et Daouda Koulibaly, indéboulonnable. Toujours à son poste. Bonsoir Daouda, comment ça va? Bonsoir mon Brico, je vais très bien et chez toi? Ça va bien, comme un vendredi. Ben, nous sommes en noir. Toi une surchemise, moi une jaquette. C'est ça. Je pense que le week-end s'annonce très bien. C'est le cas de le dire. Voilà. Il faut que les gens ils arrêtent de penser que le noir, c'est une couleur... de deuil. Voilà. Non, ça n'a rien à voir avec le deuil. Pas du tout. Il y a des gens qui adorent le noir. Voilà. Voilà, alors je viens d'avoir une information là d'un téléspectateur qui dit qu'il aurait remarqué une ressemblance de votre tenue avec celle d'un certain manager confirmé. Elle est bonne celle-là. Non, manager confirmé porte du marron. C'est vrai. Hein, moi je suis en noir. Voilà, c'est la même tenue mais en couleur différente. Donc Daouda confirmé sur le plateau. Parce que là, actuellement vous savez qu'il pleut, donc c'est le moment de sortir là. Il faut sortir couvert. C'est un peu ça. Pour éviter de prendre froid. Nick Zedel est avec nous ce soir. Bonsoir Nick. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ils sont très heureux, hein, vos fans, de plus en plus nombreux. Oui, je peux vous assurer parce que pour nous qui sillonnons la ville, nous avons des retours de téléspectateurs et de nombreux d'entre eux en tout cas ont souhaité me dire de vous transmettre leur admiration. Merci à eux alors. C'est très bien. C'est un bon accueil. Ben oui, mais c'est normal, vous le méritez. Ceci dit, hein, les amis, pour ma grande révision, on a décidé de porter le regard vers le pays de la Teranga. Entre les trophées, entre ce pays annoncé stable, malheureusement, eh bien, des rififis sont annoncés. La raison principale, on l'a dit, c'est l'opposant, Ousmane Sanko, vous le savez, qui a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Attention, j'insiste, de corruption de la jeunesse. C'était hier jeudi, et en revanche, il a été acquitté des faits de viol dont il était accusé. Résultat des courses, ces militants ne sont pas très heureux. Conséquence, il y a en ce moment, en tout cas, des émeutes, des heurts qui ont éclaté entre manifestants. Voilà. Donc là, on voit les images de ce Dakar qui est chaud en ce moment, on peut le dire. Isabelle Vauvor. Oui, alors en ce moment, Dakar bouillonne, et vraiment c'est la première fois qu'on voit de telles violences au Sénégal. Moi, j'aimerais vraiment m'atteler sur qui est Ousmane Sonko. C'est un jeune loup de la politique sénégalaise. Il a 48 ans, il a été député à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022. Puis, à partir de 2022, il est le maire de Ziguinchor, donc qui est une ville dans le sud-ouest du Sénégal. Donc aujourd'hui, moi, son parcours me fait un peu penser à celui de Macky Sall lui-même, qui en 2000 était également un jeune loup de la politique qui avait soutenu en son temps Abdoulaye Wade, qui par la suite en fait est devenu ministre et il y a eu donc des distinctions entre ces deux personnalités-là et lui aussi il a combattu donc le président d'alors jusqu'à ce qu'il arrive donc à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, quand je vois Ousmane Sonko, ça me fait rappeler, comment dirais-je, Macky Sall aujourd'hui. Donc je pense que voilà, il a de grandes chances de devenir un grand homme politique, mais encore faut-il qu'il puisse appeler ses partisans au calme parce qu'ils ont sorti un communiqué de presse via son parti politique, le PASTEF, pour donc appeler ses militants à sortir dans les rues et donc ça a créé toutes ces violences qu'on connaît aujourd'hui. Qui est Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, présenté comme l'un des plus farouches opposants à Macky Sall. Ousmane Sonko, dit-on, serait victime du système. Que pensez-vous de ces affirmations, Daouda? Bon, c'est ce que certains disent, mais moi je veux dire, je pars du principe que tout le monde est justiciable. Si la justice sénégalaise a estimé qu'après il a été acquitté du viol et que le fait de viol ont été requalifiés, je pense que la justice sénégalaise a ses raisons. Je ne pourrais pas donner de jugement sur leur façon de juger la chose, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, quand on voit les émeutes qui a lieu au Sénégal, c'est parce que tout simplement, les partisans de Ousmane Sonko savent que le fait, si cette condamnation est purgée par ce monsieur, il ne pourra pas être candidat face à Macky Sall. Donc c'est de bonne guerre qui se lance. Mais ce que je déplore, c'est d'avoir vu des heures assez violentes où j'ai vu un policier qui n'a même pas été
ses camarades ont essayé de le sauver, mais il n'a pas pu être sauvé parce que face à la furia des manifestants qui sont prêts à en découdre avec pratiquement tout le monde, j'avoue que sincèrement, le Sénégal nous avait été pris en exemple en Afrique de l'Ouest ici, parce que c'était le pays de la démocratie, c'était le pays où il faisait bon vivre, il y avait l'alternance politique, mais aujourd'hui, je vois que la Côte d'Ivoire l'a vécu, le Mali l'a vécu, le Burkina, tous les pays finalement, le Sénégal n'a pas fait l'exception, est en train d'aller vers ça inexorablement. Voilà. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs, vous avez parlé de militants qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Il y en a d'autres qui veulent en découdre avec les distributeurs de billets automatiques. Après, il faut se poser des questions. Nick et Élisée, tout à l'heure, Daoud a évoqué la question de la justice. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette justice-là est souvent très très proche des acteurs politiques, très très proche des périodes d'élection, au point qu'on imagine souvent qu'on l'utiliserait, cette justice-là, pour régler des comptes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous, parce que là, Ousmane Sonko est quand même l'alter ego de Macky Sall, quand il était lui-même en train de combattre Abdoulaye Wade. Il a commis le parricide, il a atteint ce qu'il voulait, mais là, il faut reconnaître qu'on est dans la mode du 3e mandat. Et c'est déplorable, le Sénégal qui nous avait quand même donné à voir une démocratie convenable. Malheureusement, on a comme l'impression que les dirigeants, chacun veut connaître sa période de folie, quoi. C'est ce qui se passe au Sénégal. Et là, je suis malheureuse parce que le chef d'accusation, c'était le viol. Et quand le viol n'a pas prospéré, comme un prédictateur, on trouve un cache-sexe, c'est ce que j'appelle un cache-sexe, la corruption de la jeunesse. Il fallait ce garçon qu'on le condamne. Il présente comme quelqu'un qui empêche la République, Macky Sall, je vais l'appeler ainsi, de tourner en rond. Et ils sont arrivés peut-être à leur fin. Quand on va les accuser d'utiliser la justice à cette fin, il se trouvera des gens pour dire non, la justice est libre. Mais malheureusement, Dakar est à feu et à sang. En tout cas, c'est déplorable. Élisée, je suis sûr qu'en 30 secondes, vous me donnerez votre point de vue, parce que vous êtes, vous, particulièrement attristé par la situation. Vous êtes très très proche du peuple dakarois. Donc, Oui, non, on ne peut qu'être désolé devant de telles images. Jusque-là, le Sénégal constituait, je dirais, pour l'Afrique de l'Ouest, avec peut-être à un degré moindre le Bénin, les exemples et les modèles en termes de stabilité politique. Et aujourd'hui, voir tout ce qui se passe au Sénégal, on ne peut qu'en être désolé. Mais comme je le dis, déjà pour la question, tout à l'heure, Nick parlait de 3e mandat. Je pense déjà que c'est aller vite en besogne, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que des soupçons sur Macky Sall. Il n'a pas encore déclaré qu'il est candidat pour la prochaine élection. Il a dit à personne pour le moment, donc on ne peut pas déjà le taxer d'être engagé pour un 3e mandat. Maintenant, comme je le dis, c'est vrai qu'on peut accuser la justice, pour les partisans de Macky, d'avoir tranché ou bien d'être à la solde du pouvoir. Mais même quand on finit de dire ça, même si demain Sonko se retrouvait président de la République, c'est avec cette justice qu'il doit travailler. C'est une réalité, mais quand on finit de détruire les fondamentaux de la République, parce qu'on n'est pas content d'une décision, il faut qu'en Afrique, on arrête de régler nos problèmes de cette manière. Parce que même si demain, on finit de détruire tout Dakar, on finit de détruire le Sénégal, et qu'on met Sonko va venir sur les ruines de Dakar ou du Sénégal pour rebâtir quoi? Reprends tout à zéro. Il faut arriver à un moment qu'on sort de cette manière de revendiquer, qu'on comprenne que tout n'est pas forcément dans la violence. Ça aussi, c'est important de le dire. Très bien. Alors là, je suis très heureux de nuancer pour une fois, pas seulement qu'en Afrique, parce qu'on a même vu aux des États-Unis, manifestations, ben voilà, vous avez compris. Au Capitole, les Gilets jaunes en France, voilà. C'est la preuve que les sociétés ont des problèmes. Les populations sont assises sur des volcans et j'ai l'impression que nos dirigeants n'écoutent pas suffisamment la population. Ceux qui manifestent dans la rue de Dakar, je crois que même si on les prend en aparté, ce n'est pas tant parce que Sonko est juste l'étincelle. Les gens sont dans la souffrance et il fallait quelque chose pour qu'ils explosent. Moi, je crois que c'est comme ça, il faut voir la chose. Très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir, c'était juste pour la révision, mais bon, le sujet, on peut le dire, intéresse plus d'un, c'est un sujet chaud d'actualité, on souhaitait en parler et souhaiter la paix, l'apaisement, le calme donc, au Sénégal, qui est un pays frère et tous les Sénégalais qui sont des frères et sœurs pour nous. Bon, les amis, on évoque un deuxième point rapidement, celui-là concerne le point santé. Le point santé, c'est, la phrase, elle est choc, l'ambulance désormais gratuite pour tout transfert de patients. Pour la petite histoire, on se souvient de l'émotion
émoi suscité donc, à la vue de cette patiente perfusée à la gare. Hein, cette image qu'on a vue à la gare de Katoula, donc avec sa perfusion en train d'attendre un véhicule pour être transféré. Ça n'a choqué plus d'un. Tout de suite, le ministère a réagi. Daouda. Oui, le ministère a réagi. Ils ont pris un arrêté pour dire que désormais, le transfert des malades d'un centre à un autre centre, pour l'ambulance, c'est gratuit. Il faut dire que dans tout ce qui est hôpitaux publics, le transfert, pour ce que je sais, généralement, quand tu dois prendre l'ambulance pour sortir d'un autre hôpital, c'est de 10 000. En gros, c'est le transport le carburant que tu payes. Mais quand la distance est longue, souvent, il y a des hôpitaux qui calculent la distance et en fonction de la distance parcourue, ils vont mettre tout ça dessus. Mais j'avoue que pour ma part, j'estime que c'est une décision défensive que le ministère de la Santé prend dans cette situation-là parce qu'on ne va pas toujours attendre dans notre pays que chaque fois, il faut toujours réagir quand il y a une situation. Est-ce que c'était nécessaire de réagir à ce moment-là? Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre le taureau par les cornes? Aujourd'hui, on en parlait en rédaction avec Nick Dizen. Aujourd'hui, c'est ce cas de Katoula qu'on a vu. Mais et les centres de santé qui n'ont même pas d'ambulance? Il y a de nombreux cas d'hôpitaux où il n'y a pas d'ambulance, où même ça se passe. Donc, je veux dire, il faut sortir, parce que là, est-ce que prendre cet arrêté-là maintenant pour dire c'est gratuit définitivement, de façon éternelle, ou bien quelle solution va-t-on trouver? En tout cas, la question reste posée dans ma tête. Une chose est sûre, cette gratuité-là est assortie à des conditions, l'identification du patient, l'établissement donc devant recevoir le patient et l'établissement ayant reçu le patient, le personnel assurant donc le transport, la distance parcourue, aller-retour, établissement donc un rapport mensuel qui sera transmis donc par voie hiérarchique pour qu'on sache effectivement dans quelles conditions, parce que quand on l'entend comme ça, on a l'impression que pour tous les cas, ça va nécessiter donc la gratuité. Mais bon, il y a des conditions. Mais au-delà de ça, Daouda évoquait tout à l'heure, hein, Nick, le fait qu'il faille prendre les taureaux par les cornes. C'est vrai, on parle de gratuité d'ambulance. Il y a même, comme vous l'avez dit, il y a même des localités qui n'ont même pas d'ambulance. Oui. Et là, on parle de gratuité. Il vaut mieux tard que jamais. Mais oui. Donc, et l'État ne peut pas tout. C'est vrai, l'État ne peut pas tout. L'ambulance est gratuite. Moi, je dis, on prend des décisions. Ce pays, quand on te le donne sur papier, il est nickel. On vient de prendre comme Nick Zeden. Merci pour le compliment, Daouda. Donc, on a pris une décision, une belle décision. Il vaut mieux tard que jamais. Mais il faut qu'on suive l'application de cette décision. Parce qu'il va arriver des endroits où on pourra faire payer les parents des malades d'une autre façon. L'ambulance est là, mais il n'y a pas de carburant. L'ambulance est là, les pneus sont défaillants. Il y a donc des ambulances, là où ça existe, ça peut ne pas être opérationnel, là où ça n'existe pas. Donc c'est bien, cette décision, même s'ils sont dans la réaction, c'est bien que le gouvernement ait pris cette décision, mais aujourd'hui, il faut pouvoir faire le suivi et le contrôle sur le terrain pour que cette gratuité soit effective. Très bien. Isabelle Vavor. Oui, alors c'est en ça en fait qu'on voit la puissance des réseaux sociaux parce que la situation a été dénoncée donc par des images de la jeune dame avec sa perfusion à la gare qui partait donc de Katoula jusqu'à Bouaké. Il faut savoir que c'est 1 heure de trajet, 54 km. C'est énorme en tout cas pour un malade de pouvoir faire ce trajet-là tout seul. Avec son bébé au dos. Avec son bébé au dos. Donc c'est en ça qu'on voit en fait la puissance des réseaux sociaux qui a également été relayée donc par beaucoup de médias. Donc ça c'est à saluer. Après, par derrière, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement est toujours dans la réaction. Comme Daouda l'a dit précédemment, il faudrait qu'on arrive à anticiper sur ce genre de situation. Donc déjà, c'est à saluer la décision, mais pour l'avenir, en tout cas, il faudrait déjà faire l'état des lieux même du ministère au niveau donc, du département santé pour voir ce qui ne va pas, pour pouvoir prendre des décisions en amont. Élisée ? Ok, moi je pense qu'à la suite de mes prédécesseurs, effectivement, c'est une décision à saluer, c'est une très bonne décision, mais je pense qu'elle pose un problème parce que pour moi, c'est juste la face visible de l'iceberg. Ce que cela révèle en réalité, c'est la nécessité de renforcer nos plateaux techniques dans nos hôpitaux. Il y a transfèrement parce que justement, on estime que le plateau technique ici n'est pas en mesure de prendre en charge ce patient-là. C'est pourquoi on le transfère dans un autre centre de santé où le plateau technique est plus adéquat. Ça interpelle sur la nécessité, moi je dis, pour nos pouvoirs publics d'accélérer ce programme hospitalier qui a été lancé depuis 2018, qui s'estime à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Je crois que c'est le lieu vraiment de pouvoir l'accélérer. C'est vrai qu'on a vu quelques hôpitaux, centres de santé qui ont été inaugurés depuis 2021 jusqu'à maintenant, plusieurs CHR, plusieurs hôpitaux généraux avec des équipements de pointe, mais c'est le lieu vraiment d'accélérer ce processus-là. Parce que comme on le dit, moi j'ai souvent tout est prioritaire, mais dans tout est prioritaire, il y a des priorités des priorités. Et pour moi, l'une des priorités reste la santé.
Voilà, parce que si on veut un pays développé, si on veut un pays avancé, il faut qu'on ait un capital humain qui soit en très bonne santé. Et ça nécessite vraiment que le plateau technique soit des plus efficaces possible. Non, en mais fait, moi, au-delà au-delà de ce que tu es en train de dire, c'est vrai que sur ce plateau, on a tous dit le gouvernement, c'est une bonne décision. Mais c'est aussi le lieu aussi pour nos collectivités, pour ce qui est conseil régional. Ils ont des budgets et autres. Parce que voici des élections qui arrivent bientôt. Les conseils régionaux couplés municipaux dans le 2 septembre. C'est le lieu aussi pour ces personnes-là, c'est le lieu pour les électeurs de demander des comptes à ces personnes-là. Parce que souvent, il y a des budgets qui sont mis à leur disposition, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur région? On met tout sur la tête du gouvernement. Tu parlais de priorité, il y a une priorité des priorités. Le gouvernement réfléchit de façon macro, mais c'est pour ça que dans cette décentralisation-là, tout ce qui est région, les présidents des régions peuvent réfléchir au niveau micro, au niveau local. C'est ça aussi qui est important. Moi, je suis très concret. Concret. Vous avez une ambulance pour 75 patients dans une localité. Cette ambulance est gratuite. L'ambulance va partir déposer quelqu'un une première fois. Et s'il y a une autre urgence, comment ça on va fait quoi? Donc, vous avez parlé de renforcer le plateau technique dans un premier temps. Et puis, effectivement, dans un second temps, doter, si on veut partir sur cette base-là, avoir beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus locaux doivent s'investir, les cadres de la région doivent s'investir pour leurs parents dans les différentes régions. Il ne faudrait pas toujours s'asseoir pour dire le gouvernement, quels que soient les impôts qu'on va payer, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, l'État ne peut pas tout gérer, tout en même temps. Il faut aussi que chacun à son niveau puisse faire sa part. En fait, c'est le point que je voudrais mettre en évidence, en fait. Mais il y a aussi un autre point touchant dans cette affaire, c'est surtout la collaboration entre services hospitaliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un problème dans un hôpital où il n'y a pas de plateau technique pour pouvoir te prendre en charge, on peut te transférer donc dans un autre hôpital. Donc en fait, ils communiquent entre eux et du coup, ils arrivent à pallier donc au déficit de plateau technique existant. Donc ça, c'est vraiment le point le plus touchant. Le problème que tu ne prends pas en compte, c'est que... le transfèrement. Voilà. En fait, entre les hôpitaux, il y a un problème. Puisque derrière, les hôpitaux font des statistiques. Donc, personne n'a envie d'être dans le camp de ceux où il y a beaucoup de personnes qui meurent. Généralement, dans les cliniques privées, les gens refusent des malades. Parce que quand ils voient le malade, ils savent que celui-là, c'est assez bizarre, il ne veut pas prendre. Il y a des cas comme ça. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Daouda, c'est relatif. Non, c'est relatif. Oui, mais je te le dis. Ouais, non, mais c'est relatif. Mais je te le dis. On va retenir relatif. C'est fait. Élisée, on termine avec vous. Oui, je pense que l'idée avancée par Daouda, pour moi, semble être une idée judicieuse qu'on pourrait vraiment formaliser. Pourquoi ne pas peut-être dans le cahier des charges des collectivités territoriales imputer la nécessité pour les collectivités territoriales d'avoir le minimum sur l'aspect santé, puisque c'est une priorité des priorités. Peut-être pour chaque collectivité territoriale, comme un conseil régional ou bien un conseil municipal, il faut que dans le budget, on se dise que le conseil municipal a l'obligation, ou le conseil régional, l'obligation de doter les centres de santé d'ambulances et d'un certain nombre d'équipements. Parce qu'en réalité, moi je le dis, et je partage entièrement l'avis de Daouda, c'est-à-dire que qu'on le veuille, même avec toute la bonne volonté des pouvoirs publics, on ne peut pas forcément doter tous les centres de santé d'équipements à un certain niveau maintenant. Ça, ce n'est pas possible. Il faut de la solidarité, il faut de la mutualisation. Et c'est en cela que je trouve important et pertinent que peut-être il soit inscrit dans les cahiers des charges des différentes collectivités la nécessité de prendre en charge quand même un certain nombre d'actions d'ordre médical, peut-être à échelle moins réduite, mais pas vraiment que cela soit totalement abandonné dans le main du ministère de la Santé ou bien dans le main du président de la République. Pourquoi vous dites le main? Dans les mains, pardon. Je sais que vous êtes ému. Je comprends que vous êtes ému. Mais non, c'est un lapsus. Je comprends en plus. Ouais, c'est un lapsus. Ça peut peut-être exister dans les cahiers des charges, mais il n'y a pas très longtemps, le président du Sénat, Maître Aoussou Jano, a écrit un livre, mais là, on déplore, parce que c'est au salon du livre, au SILA, qu'il est venu parler de ce livre, que les pouvoirs publics, c'est vrai, la décentralisation, elle est écrite, mais les collectivités territoriales n'ont pas toujours le transfert du vrai pouvoir, effectivement. Donc ça peut être écrit, ça peut être écrit dans le cahier des charges, mais les pouvoirs publics, les collectivités territoriales attendent du pouvoir central le transfert effectif de ce pouvoir-là, pour que la décentralisation soit effective. Daouda? Non, moi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question sur le sujet. C'est le lieu aujourd'hui. Moi, c'est le dernier message.
chers électeurs, chers parents, chers amis, pour vous qui votez, demandez des comptes à vos élus locaux. Demandez des comptes, c'est ce que je voulais juste dire. C'est ça? Non, moi, tout simplement, enfin, je suis d'avis avec eux, j'ai pas plus d'éléments à rajouter. Très bien. Allez, on va évoquer l'autre point. Élisée, vous souhaitiez dire quelque chose? Non, Ok, je pense que d'accord. l'essentiel a dit. L'autre point qu'on évoque là maintenant, c'est la conférence de presse d'hier. Les porte-paroles des deux grands partis, en tout cas de deux partis importants, le PDCI et le PPACI, eh bien, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, eh bien, ces porte-paroles ont appelé à un audit indépendant de la liste électorale afin de garantir des élections justes, transparentes et apaisées. Réaction, messieurs, madame, mesdames, mademoiselle, autour de cette table. Bon, moi, sur ce cas-là, j'ai envie de dire que le débat politique aujourd'hui est cristallisé sur l'inscription donc sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas non. En tout cas, oui, principalement. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas sur ce type de sujet-là qu'on attend l'opposition aujourd'hui. On attend l'opposition sur des critiques factuelles, des propositions pour faire avancer, en tout cas, la démocratie, le pays. Mais vraiment, moi, je déplore ça. Et en plus, ça se passe à 3 mois des élections locales. Est-ce que ce qu'ils demandent est factuel? Est-ce que c'est réalisable? Bon, moi, je me pose des questions. On va poser la question à la CEI. Au-delà du cas du président Laurent Gbagbo, la question de la mise en place d'un audit, vous évoquez également le temps pour sa mise en place, mais l'idée, en fait, comment vous l'appréciez? Oui, mais en fait, ils mettent l'audit en place pour le contentieux, justement. Oui. Moi, je veux dire, disons les choses clairement, ça c'est mon avis, c'est moi, je l'assume pleinement. Je veux dire, faites un audit, c'est ça, non? Voilà, indépendant. Franchement, je vais convoquer l'histoire pour rappeler de vos propos. On a eu l'ONU ici pour surveiller nos élections. On a eu l'Union européenne pour surveiller nos élections. Finalement, ça ne nous a pas évité d'avoir 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il faut qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens prennent leurs responsabilités, nos autorités prennent leurs responsabilités et nos institutions prennent leurs responsabilités. Le contentieux s'est ouvert depuis ce jeudi. Il faut que chacun prenne sa responsabilité pour aller vérifier cette liste-là, pour dire il y a X, il y a Y personnes. On va mettre l'audit en place, indépendant, finalement. Est-ce que ça ne va pas nous nécessiter des sous? Est-ce que ça va pas encore nous prendre du temps? Je veux dire, pensons à tout ça et que chacun de nous prenne la responsabilité sur lui d'aller vérifier cette liste. Sinon, l'audit, ça ne va servir à rien. Malgré le contrôle des Nations Unies, on a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire ici. Élisée, justement, Élisée Elik, on dit un audit indépendant pour contrôler les actions de la commission électorale indépendante. Bon, à un moment... Oui, c'est la preuve que... On fait pas vous savez, les opérations électorales commencent avec la liste électorale. Le fait que ces deux partis aient demandé l'audit n'est pas tombé du ciel. On leur a transféré la liste et sur la liste, ils ont constaté des défaillances. Moi, je pense que la CEI, qui est la structure qui guide le contentieux, va prendre en compte ce qu'ils ont dit. Ils peuvent demander plus, mais c'est pour appeler à la discussion sur la liste électorale pour qu'une fois dans notre pays, qu'on ait des élections qui puissent nous permettre d'avancer. Tout le monde a envie d'avancer. Donc ne dites pas que l'audit n'est pas comme un cheveu sous la soupe. C'est à partir d'un certain nombre d'éléments en 10 jours qu'ils ont relevés dans la liste électorale qui les a emmenés à proposer. C'est une proposition, je ne pense pas qu'elle soit exécutoire. Oui, c'est pour que les gens, la CEI et ces partis que vous dites qui sont importants, puissent continuer la discussion. Mais quand on dit la CEI, il faut noter que dans la CEI, il y a ces partis. Il y a ces partis dedans. Ils ont même réclamé un poste de vice-président dernièrement. Je n'en disconviens pas. Pour éviter de dire un mot que les garçons reprochent aux femmes qui sont allées à l'école, je n'en disconviens pas. Mais la liste, elle est venue. Il y a le temps du contentieux. Est-ce que les failles, les éléments qu'ils dénoncent, laissons de côté l'audit indépendant, est-ce que les failles qui ont été décelées sont vraies ou pas? C'est là. Mais c'est là, justement, c'est pour ça qu'il y a le contentieux pour pouvoir en débattre. Le contentieux, ils ont relevé ces défaillances. Laissez la CEI faire le travail. Pourquoi demander un audit indépendant? Mais alors qu'il y a un organe qui est... Qu'est-ce que la CEI dit? Mais la CEI, elle a été claire, Mme Nick Dezen, dans la... Elle a dit qu'elle ne veut pas de l'audit? Non, la CEI a dit... La conférence a eu lieu hier. Non,
La CEI ne s'est pas encore prononcée. Oui, mais la CEI s'est prononcée lorsqu'elle donnait la liste au... Daouda, oui. un instant. Ce que je suis en train de dire, l'audit indépendant n'est pas venu comme quelque chose qui n'est... C'est certainement peut-être pas prévu. Mais il y a ce qu'eux, ils ont constaté, ils ont demandé. Faisons un audit. La CEI peut dire, voilà une autre solution. Mais moi, je veux qu'on parle des failles. Le fait qu'ils aient des représentants à la CEI n'empêche pas qu'ils puissent ouvrir le contentieux avec ces éléments que tout le monde présente. Mais même le RHDP, peut-être qu'ils ont des éléments qu'ils ont relevés, personne n'en parle. Mais justement, on veut absolument qu'il y ait une liste. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, Oui. mais justement, Oui. c'est tout ça qui a été prévu par le législateur en disant, on propose une liste avec le risque que cette liste porte des irrégularités. Et chaque parti politique qui va avoir cette liste a le devoir de présenter ces irrégularités. A le droit même de présenter ces irrégularités Avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui, afin qu'on corrige ces irrégularités. Donc, demander un audit de cette liste, sur la base de la liste provisoire, certains estiment que c'est un peu prématuré. Non, mais c'est surtout un aveu du manque de confiance en fait en nos institutions qui existent, notamment la CEI. Parce que je peux vous assurer que ces deux partis politiques, pour être très honnête, mais ce qui est choquant elle l'a dit ici. Ce qui est choquant dans l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, des partis politiques décident de mettre ensemble une commission parce qu'en son temps, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait l'élection. Vous n'avez pas confiance. On dit mettons en place une commission électorale indépendante. Finalement, vous n'avez pas encore confiance, mais finalement, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre en place un audit indépendant. On a comme l'impression qu'il y a un agenda caché de l'opposition pour ne peut-être pas aller aux élections. Non, mais parce qu'à 3 mois, non, mais à 3 mois des élections, on va venir. C'est le droit de le penser aussi. C'est de la supputation. J'ai 30 secondes avant d'aller. Non, c'est de la supputation. Moi, pour être honnête avec vous, je n'ai aucun inconvénient. Je ne trouve aucun inconvénient qu'il y ait un audit indépendant. Mais ce que je veux dire à l'opposition, parce que pour moi, ils n'ont pas tout dit. Cet auditeur indépendant, on le trouve où? Il vient d'où? Il est financé comment? Et la période d'élection, on lui donne combien de temps pour pouvoir faire ce travail? Parce que c'est aussi facile de dire on veut un audit indépendant. Moi, je n'ai pas de problème. On veut un audit indépendant, mais ce audit indépendant-là, qui le fait? Parce que justement, ce que Daouda dit s'entend, hein, on se rappelle que quand on était en 2010, on a dit qu'il nous faut un certificateur des élections. On s'est tous accordés sur les Nations Unies pour certifier les élections. Mais on a vu ce que ça donnait à la fin. Pourtant, on était tous unanimes que c'était le certificateur. Est-ce que ce contentieux de certification je viens. C'était le certificateur. Moi, je vais sur les faits, on ne va pas trop polémiquer. On a vu que le certificateur même, finalement, n'a pas été accepté, alors qu'il était accepté de tous, mais le verdict qu'il a donné n'a pas été accepté de tous. Aujourd'hui, cet auditeur indépendant qu'on va envoyer, on le recrute comment? Il est recruté à partir de quoi? Quel est son profil? Il va nous coûter combien? Il a combien de temps pour faire son travail? Il faut qu'on nous sorte un chronogramme qui soit aussi un chronogramme viable et qu'on prenne les Ivoiriens à témoin sur la nécessité de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là. On s'engage à respecter. Si demain l'auditeur indépendant vient qu'il dit voici une liste, on ne dira pas demain que ce n'est pas l'auditeur indépendant qui a dit ou bien qu'on n'est pas d'accord avec. C'est aussi nécessaire qu'on le fasse. Ces deux parties se sont adressées à la CEI. Attendons la réaction de la CEI par rapport à cet audit indépendant. Et dans leur proposition, ils ont dit que l'audit indépendant qu'on accorde, au lieu d'avoir 10 jours de contentieux, ils parlent d'1 mois. Donc moi, je pense que l'institution, la CEI, on lui a donné les informations. C'est sa réaction que les autres partis attendent. On ne va pas supputer sur le fait que l'audit... Il faut faire en sorte que les élections qui vont commencer en septembre, qui vont prendre peut-être fin avec la présidentielle en 2025, puisse nous emmener au calme, tranquille. Très bien. D'autres réactions sur nos pages des réseaux sociaux. Je lis. Yeti Ouattara nous dit le vrai souci, les politiques n'ont pas confiance en nos institutions. On parle de population électorale qui passe de plus de 60% en juste 2 ans. Quelqu'un d'autre réagit en disant les opposants, c'est Titi Logne, est-ce qu'ils se rendent compte que nous sommes fatigués? Bon, les avis sont les opposants vont sûrement financer l'auditeur parce qu'il nous fatigue. Ça, c'est Dominique Yaba. On va marquer une courte pause et juste derrière, exceptionnellement, recevoir notre premier invité sur le plateau. Il s'agit de Pascaline Kamoukwe. Elle est coach PNL. On la reçoit juste après une pause.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Toutes nos excuses pour ceux qui attendent le JT, qui attendent le JT, malheureusement, pour des raisons indépendantes de volonté, vous ne pourrez pas. On ne sera pas en mesure de vous le proposer aujourd'hui, mais il revient demain à 12h45 minutes. Retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Nick Zeden. De nombreux compliments. Quelqu'un m'a dit un joli compliment pour vous, je vous dirai ça en fin d'émission. Daouda Koulibaly est avec nous, Isabelle Vavor. Monsieur Élisée Bouloubeu, et nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk, que je vous le disais, Pascaline Kamokwe. Vous êtes coach PNL, on retrouve sur le nouveau plateau, je crois que c'est la première. Ouais. Les autres, c'était sur les autres plateaux. Oui. Bonsoir Pascaline, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Très très bien. On vous reçoit à la faveur de la sortie de votre ouvrage dans la collection Parvenir. Le tome 1 est baptisé « Rendre possible ce qui vous semble impossible ». Parole de coach. Oui. Est-ce que c'est possible de rendre possible ce qui nous semble impossible? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui nous semble impossible a déjà été possible pour quelqu'un d'autre. Donc, quand moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser, si je regarde bien autour de moi, j'aurai des exemples comme quoi ça a déjà été réalisé. Mais moi, je me dis simplement que certains ont réalisé des choses parce qu'il y a eu souvent des concours de circonstances. Moi, mon voisin, il a bien réussi parce qu'un jour dans l'avion, il a rencontré le directeur général, le PDG d'une boîte. Moi, je monte toujours dans l'avion, je n'ai pas toujours cette chance. Est-ce qu'on dit toujours la vérité aux gens quand on leur dit « l'autre a réussi, tu peux réussir aussi » Est-ce qu'il y a des canaux qui permettent la réussite comme ça là, Alors déjà, merci pour cette question parce que ça me permet de donner un peu quelques lignes de mon livre. C'est tout ce qu'on croit est vrai. Tout ce qu'on croit, c'est la vérité. Mais ça dépend de quelle vérité on veut avoir. Si j'ai l'impression que je ne suis pas capable de réaliser quelque chose, c'est vrai, je ne suis pas capable parce que je ne ferai même pas l'effort d'essayer de réaliser cette chose. Par contre, si je décide de me dire que je suis capable, même si au moment où je dis que je suis capable, je ne le suis pas encore, je vais mettre en place un mécanisme de pensée qui va me permettre d'aller chercher à l'intérieur de moi ou dans mon passé les preuves comme quoi je suis capable. Et ça va créer en moi de la motivation. Je me dis, alors, si dans le passé j'ai pu le faire, ou même si ce n'est pas exactement la même chose, ça veut dire que je suis capable de faire des choses qui à l'époque me semblaient impossibles. Même marcher. Un bébé, quand il naît, au départ, il ne sait pas qu'il peut marcher. Mais il y va. Il essaye, il tombe, il recommence. Et après, il se met à courir. Avant Isabelle, j'ai une question directe. Est-ce que vous avez l'impression que tous ceux qui n'ont pas réussi, là, entre guillemets, qu'on imagine n'ont pas réussi parce qu'ils n'en avaient pas la volonté? Ça dépend de ce que vous mettez derrière réussite. Vous voyez, c'est très relatif, la réussite. Vous savez, peut-être que pour vous, gagner 100 000 francs, c'est une réussite. Peut-être que pour l'autre, être marié, c'est une réussite. C'est pas assez spécifique. Mais moi, quand je regarde la couverture de votre livre, ça me fait penser à un livre. Est-ce que quelqu'un vous aurait pas inspiré? À quel livre? Quand vous regardez mon livre, ça vous fait penser à un livre. Devenir. Lequel? De Michelle Obama. Michelle Obama. OK. Mon titre, ce n'est pas Parce que Parvenir. pour vous, c'est Parvenir. Je vois Parvenir. Non. Mon titre, le titre, c'est pas Parvenir. c'est pas Parvenir. C'est la collection qui s'appelle Parvenir. La collection de livres s'appelle Parvenir. D'accord. Le tome 1, c'est rendre possible ce qui vous semble impossible. D'accord. Et le choix de parvenir, ça, je comprends un peu ce que vous voulez dire, quand vous faites le lien entre parvenir et devenir. C'est que quelque part, on veut parvenir à faire quelque chose, quelle que soit la chose. Je veux parvenir à m'exprimer en public, je veux parvenir à devenir un excellent orateur, on veut parvenir à quelque chose. Donc, dans la collection Parvenir, ça ouvre un champ de possibles de livres qu'on pourrait mettre derrière, en sachant que tout le monde veut, par exemple, parvenir à être une meilleure épouse, un meilleur mari, un meilleur... voilà. En gros, dans votre livre, je me... Ah, tu as vu? C'est vrai, je suis allé chercher la préface. C'est-à-dire, au-delà des verbes, il y a même la présentation. Il a noté les similarités. Mais attention. Sauf que cette photo existe depuis 2018. C'est ce que j'appelle ma photo KFC. Aujourd'hui, je n'ai plus la même tête, mais je garde cette photo parce que c'est ma marque personnelle. Si vous prenez tous mes réseaux sociaux, c'est la même photo. Donc, je pense qu'elle m'a imité quand même. Non, mais de toute façon, on s'inspire toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Mais moi, ma question, c'est que vous êtes coach certifié HEC Paris. Oui, vous avez l'habitude de faire du coaching par visio, en tout cas aussi en présentiel. Oui. Pourquoi sortir de ce type de coaching-là pour arriver finalement à de l'écriture, à un livre, en fait? Est-ce que vous pensez réellement que ça va pouvoir impacter? Alors, vous savez, je vais vous dire l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'écrire ce livre. Il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à cette raison-là.
c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, la plupart des livres que je lisais étaient écrits par des Occidentaux. Donc, à croire qu'en Afrique, on ne s'intéresse pas au développement personnel. Et je me dis, si on était plusieurs, ou si on est plusieurs à écrire, à parler de développement personnel avec nos réalités sociétales, ça aurait beaucoup plus de sens. Le même mot utilisé en France ou aux États-Unis n'aura pas le même sens qu'en Afrique. Donc le fait d'écrire, c'est de faire comprendre qu'on a besoin à un moment donné de sortir un peu du digital et de pouvoir toucher ce qu'on lit. Sachez aussi que le livre existe en version audio, digital et papier. Donc j'ai vraiment voulu couvrir l'ensemble des canaux de distribution pour que tout le monde puisse se procurer ce livre. Donc l'écriture, je vais jusqu'au bout, c'est que lorsque vous écrivez quelque chose, vous vous rendez compte qu'en fait vous marquez l'histoire. Ce n'est pas juste mettre un bout de publication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas non plus juste aller faire des vidéos, j'en fais beaucoup. Je me dis, je veux rester un peu dans la notion de lire et de tenir, de prendre son stabilo, stabiliser et pouvoir se dire, ah, je reviens. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose que je tiens Donc, si à je dois conserver. retenir quelque chose, c'est que vous voulez marquer l'histoire. C'est bien ça? Non, je veux que les Africains d'Afrique et de la diaspora aient de plus en plus de références en développement personnel en termes d'écriture. Aujourd'hui, tout le monde va parler de Miracle Morning, de tout ce qui est les références qu'on a ne sont pas, il n'y a pas suffisamment de références dans ce secteur de développement personnel, de coaching. Donc, vous voulez fait de par des l'adaptation, Africains. en fait, en gros. Oui, ben, écoutez, si je vous demande par exemple, quel est le livre de développement personnel que vous avez lu? Bah, j'en lis pas, moi. Je préfère être honnête, j'en lis pas. Parce que Vous j'estime avez choisi la que... mauvaise personne. pour la mieux. faire. Non, parce que Est-ce que j'estime quelqu'un que veut j'ai- bien? Donc, ne vous justifiez pas. Tout le monde vous a compris, je vous rassure. Voilà. Allez-y, Élisée. D'accord, moi sans vous emmener à dévoiler le contenu du livre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il faut réellement pour rendre possible ce qui est impossible? Avant que, Oui, allez-y. comme c'est dans la même veine, le livre n'est pas là, on va faire un peu de fiction. Moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, est-ce qu'à tous les coups, ce qui est impossible devient possible? Alors, ça dépend des moyens qu'on y met. Et parfois, on peut y arriver, et parfois pas. Vous savez, c'est comme si vous vous donnez un objectif qui vous semble impossible, mais vous vous dites, je veux y arriver. Ma mère me disait souvent, il faut accrocher ton sac ou tu peux le décrocher. Donc, je suis sûre que si je mets mon sac là, je vais le décrocher. Avec l'expérience et ma formation en tant que coach PNL, hein, je fais de la PNL, je suis coach PNL, executive coach aussi, je me rends compte qu'en fait, plus on va tirer le cerveau à sortir de sa zone de confort, plus il va oser rendre possible ce qui semble impossible. Donc, au lieu d'accrocher mon sac, où je peux le décrocher, je me fais le défi de dire je vais l'accrocher au niveau de la toiture, au plafond. À première vue, je me dirais, mais ma mère a raison, t'es folle ou quoi? Tu l'accroches là-bas, comment tu vas le décrocher? Sauf que je me dis, ça me semble impossible, mais il y a peut-être des solutions pour y arriver. Je vais prendre l'échelle, je vais faire tout ce qu'il faut et je finirai par le décrocher. Est-ce que ça a du sens? Ça répond à la question d'Élisée aussi? Non, Est-ce pas, que- pas Non. vraiment. Ça répond à votre question? Un peu. Voilà, moi, je demandais, sans vouloir dévoiler le livre, Oui. comment rendre possible ce qui est impossible. Comment rendre possible ce qui est impossible? sans En vouloir gros, dévoiler je le pense livre. qu'on parle les clés. Les différentes clés de répartition. Il résume aujourd'hui. Allez. Alors, je commencerai par dire que pourquoi est-ce que j'ai créé ce livre? En dehors du fait que je veux qu'on ait plus de références en livre de développement personnel, c'est le fait que dans ce livre, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Je me dévoile un peu plus, je montre un peu plus ma vulnérabilité, ce que je ne fais pas souvent, les différentes étapes de ma vie, mes challenges, qu'on habite Douala, Abidjan, le Brazzaville, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, partout, tous les pays où je suis passé, ces personnes vont pouvoir trouver un peu un pan de leur vie, un pan de leur histoire dans le livre. D'accord. Donc, maintenant, quand vous prenez tout ça, vous vous demandez, mais en fait, oui, elle a parcouru tous ces pays-là, on retrouvera des petites histoires dans le livre qui permettront, qui susciteront l'intérêt. Mais en réalité, avec quoi est-ce que je repars concrètement? De quelle arme on est doté quand on finit de lire votre ouvrage pour aller affronter les difficultés de la vie, Pascaline? La première arme,
c'est qu'on découvre qu'on est illimité et qu'on a en nous la puissance qu'il faut pour rendre possible ce qui nous semble impossible. C'est juste que nous, on ne prend pas suffisamment de temps pour travailler sur notre état d'esprit, sur notre mindset. Figurez-vous que 90% de ce qu'on fait dans notre vie vient de notre inconscient, de ce qu'on a mis dans notre inconscient. Ça va être un peu technique, désolé si vous ne comprenez pas, je vais essayer d'aller vraiment, de descendre un peu pour mieux expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, mes actes, mes attitudes et mes comportements ont déjà été programmés par ce que j'ai mis à l'intérieur. Aujourd'hui, je peux me dire que là, je ne suis pas à l'aise en public. Je prends souvent cet exemple. Okay? Ça veut dire que j'ai 90% de mes pensées qui me disent que je ne suis pas à l'aise en public. Je peux décider de faire vraiment en faire une autre réalité. Et si finalement, je pensais que j'étais capable. Donc, à chaque fois que j'aurai le doute par rapport à ma capacité à le faire, je dis à mon cerveau, hey, oh, je suis capable. Et à force de nourrir mes pensées, la qualité de mes pensées vont me permettre de, en fait, réaliser que je suis capable. Donc, je vais reprogrammer mon cerveau, remplacer tous les fichiers qui constituent 90% de mes actes avec du positif. Et inconsciemment, on ne se rend même pas compte, c'est dans des petites choses qu'on fait. On se dit souvent que c'est des grandes choses, mais non, c'est des petites choses. C'est dit, par exemple, je ne peux pas me lever à 5 h du matin. Je dis, non, cette semaine, je vais me lever à 5 h du matin. Et après, ça va devenir une habitude. C'est vraiment dans les toutes petites choses qu'on va amener notre cerveau à réfléchir autrement et à nous permettre, en fait, à réaliser des choses qui nous semblaient impossibles. C'est juste que jusqu'à présent, on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que je peux déconstruire les réalités que j'ai actuellement et mettre de nouvelles réalités. La première chose, ce sont les dispositions psychiques, mentales, Oui. intellectuelles qu'on met en avant. Oui. Très bien. En fait, moi, comme je ne lis pas les livres de développement personnel, Oui. votre livre sera le premier sur Oh. la liste. Donc, où je peux me les procurer? Alors, mon livre sera disponible sur Amazon, mais surtout sur le site collection-parvenir.com. Donc, c'est collection-parvenir.com. Ou sur mon site partout. Vous tapez Pascaline Kamoko et je pense que vous allez le trouver partout. Mais il sera disponible aussi à la FNAC, un peu partout. Mais le point de départ, c'est collection-parvenir.com. À combien? Alors, il y a plusieurs prix parce que, comme je disais, je voulais vraiment qu'il soit accessible à tout le monde. On a la version audible, la version digitale et la version papier. Donc, il y en a pour tous les prix. Il y en a pour, si je dois réfléchir, je dois le dire en euros ou en francs CFA. Comment ça va, Vous regarderez sur le site, Voilà, il y a c'est tous les exactement prix ça. là-bas, C'est la exactement bonne ça. tranche. C'est exactement ça. Voilà. Pascaline, merci d'avoir été sur notre plateau à nouveau. C'est toujours avec beaucoup de bonheur qu'on vous reçoit sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Très très bien. Nous on marque une autre pause et derrière on évoque le point cinéma. On parlera de films, on parlera de l'affaire Bomblin. Ils sont sur notre plateau et on aura l'occasion d'en parler en détail. Pause et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Nick Zeden, d'Isabelle Vavor et de Daouda Sa Majesté Koulibaly. Bon, et puis juste en face, on a gardé la team de gauche là, c'est la team de la télé, et en face, c'est la team du cinéma. Donc je tenais à ce que ce soit comme ça. Nous avons ce soir sur le plateau du Grand Talk Monsieur Guikel. Voilà, merci. Normalement, moi, je vous applaudis particulièrement parce que vous êtes ce que la Côte d'Ivoire a de... En tout cas, parmi les choses chères, parmi les personnes chères, les personnalités, ce qu'on garde jalousement pour nous, il y a Guikel. Voilà. Bon, je le pense vraiment. Si, je le pense vraiment. Merci. Ça n'engage que moi. Aïcha Go, bonsoir. Bonsoir. Je vous applaudis aussi. Voilà. Bon, Lino, c'est un habitué du plateau. Lino Kofi, bon, c'est pas la peine. Je vous applaudis pas, il s'applaudit tout seul. Je le sais. On fait notre cinéma. Vous êtes chef de produit. TV Orange, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre accompagnement. Ils comprendront pourquoi à la suite de notre entretien. L'affaire, c'est l'affaire Bomblin. Regarde. Ferima vient de m'informer que Chanel a décidé de divorcer d'avec son époux. Nous avons fait de notre mieux, mon amour. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Parce qu'avec moi, il n'y a pas de demi-tour. Est-ce que tu réalises tout ce qui est en jeu? Je vois que tu es déterminé à en découdre. Faut bien qu'on en finisse. Attends-moi d'être intronisé roi télé avant de faire ton impératrice à 2 petites balles. On parle d'une histoire de 5 milliards de francs CFA. Mais cette famille n'est pas à ce montant près. Alors décortiquez-moi cette affaire et trouvez-moi le vrai motif. Mon mari me trompe. J'ai besoin de vous.
Votre prix sera le mien, c'est une question de vie ou de mort. Faites-la tomber. T'as toujours un fait pour moi, n'est-ce pas, Charles? À la guerre comme à la guerre, Chanel. Attention! Il faut tenir compte de la fragilité de son état de santé. Tenir compte de la fragilité de quelqu'un qui veut me bouffer cru. Fallait pas me chercher. Dans un couple, certaines fautes sont-elles impardonnables? Amour, pouvoir, ils avaient le bonheur pour eux. Mais quand de lourds secrets longtemps enfouis transforment la loyauté en rivalité, un mariage peut exploser. Le pouvoir de l'amour peut-il l'emporter sur l'amour du pouvoir? Pour le savoir, suivez votre série événement L'affaire Bonblin tous les dimanches à partir du 4 juin sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Nous sommes de retour sur le plateau. L'affaire est sérieuse, qu'on a envie de dire. De quoi parle cette affaire, Guy Kalou? Ça parle de l'affaire Bonblin. C'est quoi la trame de l'affaire Bonblin? Alors, déjà, il faut commencer par dire merci à Live TV, à FS Prod et à la TV d'Orange qui nous donnent encore l'occasion, avec Yacine Toussou, de pouvoir être sur le petit écran. Mais surtout pour essayer de rentrer dans la vie quotidienne des familles, des couples, de nos environnements professionnels, de notre société en fait dans son entièreté. Parce que de plus en plus, il est clair que nous sommes confrontés à cette difficulté que les mariages tiennent très difficilement aujourd'hui. Je pense que, même si je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est 3 couples peut-être sur 5 qui sont aujourd'hui dans des difficultés. Alors pourquoi est-ce que nous avons une société qui de plus en plus est comme ça? Ce n'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu général. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant d'opposition entre l'amour et la liberté? Pourquoi est-ce que cette fusion qui devait en principe être celle qui devait être au-dessus de tout et encadrer vraiment, je vais dire, l'encadrement des enfants, la société est aujourd'hui mise à mal de la sorte en fait. Donc c'est un peu toutes ces problématiques que Bonblin pose et je pense que c'est ce miroir-là en fait qui est dressé à travers des scènes, à travers une histoire bien ficelée, à travers des acteurs qui ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les gens puissent s'interroger. Vous avez parlé d'acteurs, je vous prends sur le dernier mot. Le casting, qui joue dans l'affaire Bonblin? Alors, des talents confirmés, des jeunes talents? Oui, alors vous avez j'ai envie de dire des doyens d'âge, comme le patriarche Bienvenu Néba, comme notre légende Boïri Michel, comme la grande sœur Joséphine Tagro, que vous retrouverez dans le projet. Vous avez également cette génération intermédiaire qui est la nôtre, donc Guy Kalou, Stéphane Zabavi. Bon, est-ce que je dois classer Lynn Jabert à notre niveau? Oui, un peu, parce qu'elles ont un peu d'expérience quand même. Et puis vous avez les tout nouveaux, hein, qui ont certes une expérience, mais qui ne sont pas encore véritablement vus, comme Aïchego, qui vont vraiment découvrir. Je pense que c'est là où il y a le challenge, le risque que Yacine prend et qui va vraiment révéler des choses. Et vous avez Jeff le Béninois, vous avez Joël Gontran, qui est aussi une perle que vous allez découvrir. C'est vraiment un cocktail de plusieurs générations qu'il essaie de mettre sur un tableau qui donne, à mon avis, quelque chose d'assez intéressant. Mais comment se passe quand on regarde tout ce mix que vous venez de proposer, les nouveaux? Bah, c'est la seule nouvelle que je vois dedans, c'est Pokosi que je connais. Voilà. Aïcha, voilà. Jeff le Béninois aussi. Mais je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à matcher tout ça avec 3 générations du cinéma? Parce que quand je parle de 3 générations, je parle d'elle, je parle de vous, je parle de Bienvenue Néba. Vous voyez, en gros, c'est 3 générations. Je ne sais pas si Aïcha veut dire quelque chose. Bon, moi je veux dire que chacun, peu importe la génération, a son talent. Donc on vient avec ce qu'on a et puis quand c'est un peu compliqué, on essaie de prendre des conseils chez nous, d'évancier et puis bon, voilà. Alors, je reviens à la question. Comment vous percevez déjà l'invitation à participer à ce film, les conditions de tournage? On en parle un tout petit peu. Personnellement, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience dans l'affaire Bonblin? Bon, tout d'abord, je vais expliquer comment j'ai fait pour me trouver sur ce plateau de tournage-là. J'étais sur un autre plateau de tournage et là-bas, je me suis fait de bonnes connaissances, c'est-à-dire des gens adorables qui ont aimé ma manière de travailler. Et il y a un de mes amis qui m'a contacté pour me dire que
il y avait un projet qui devait se faire et que mon profil correspondait à ce qu'il recherchait. Très bien. Et là, vous êtes sur le plateau. Vous êtes sur le plateau. Alors, j'aimerais rapidement revenir sur ce matching entre les différentes générations. Ce qui est important à retenir, c'est que, vous savez, autour de la thématique, c'est la société elle-même. Et aujourd'hui, quand on parle de couple, c'est les parents, c'est le couple lui-même, ce sont les amis, ce sont les enfants. Donc, vous retrouverez également ce tableau-là à travers ces différentes générations que nous avons, donc des plus âgés aux moins âgés, aux enfants. Mais il y a surtout que la particularité de cette mise ensemble donne une compétition, mais constructive. Parce qu'autant nous apprenons des nouveaux, autant les nouveaux certainement se servent un peu à la petite coupe que nous avons en termes d'expérience. Et je pense que ça donne quelque chose d'assez magnifique. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir cette objectivité assez détachée quand il faut faire un casting. C'est là où il faut applaudir Yacine. Parce que si vous faites le casting en tenant compte de certains a priori, ça va être difficile pour vous de trouver les bonnes personnes qui correspondent aux caractéristiques. Vous parlez de casting, justement. Je vais revenir à Aïcha qui n'avait pas fini. Ah, pardon, justement, Guy nous a pris la parole. Sorry. Alors justement, vous arrivez sur le plateau et vous êtes en face de tous ces talents. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous vous engagez dans l'aventure? Bon, d'abord, je me dis que c'est une grosse opportunité et qu'il va falloir la saisir parce que des talents, comme on me le dit, j'ai du talent, il y en a beaucoup, mais il y en a peu qui ont l'opportunité. Donc je me dis là, je me trouve en face de M. Guy Kalou, sur un projet dans lequel M. Boyeri, Michel et beaucoup d'évanciers s'y trouvent. Donc il va falloir faire mes preuves. Très bien. Lino, je viens à vous tout à l'heure. Je ne suis pas pressé du tout. C'est bien. Nick? Oui, l'affaire Bomblin, on n'a pas encore vu le film, mais dans la bande-annonce, on parle de divorce, de couple. Je me dis qu'il y a beaucoup de films qui parlent de ce thème, le mariage, la vie, tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit pour que l'affaire Bomblin va nous dire et qui va nous inciter à aller voir l'affaire Bomblin? Alors, c'est une très belle question. Avant de répondre à votre question, moi, je vais plutôt poser une autre question. C'est comment est-ce que ça n'a pas encore été bien dit? On le dit d'une autre façon, c'est clair. C'est de Yacine Toussouz, c'est une manière à lui de faire une approche, si vous voulez, assez millimétrée entre la réalité et la fiction. Et ça, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir le faire. Mais c'est surtout qu'il y a une façon de mettre à nu ce qui se passe dans nos foyers, en oubliant parfois qu'il faut pouvoir mettre ça dans un moule de cinéma. Il faut aller dans du vrai à la limite. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur le casting. Il prend des personnes qui peuvent emmener le téléspectateur à s'oublier devant leur petit écran et se dire « Mais purée, nous sommes dans la réalité, on n'est pas... » Deuxième chose que je peux vous dire, c'est que, telle que l'histoire est ficelée, elle nous montre certainement une autre manière de voir le mariage. Parce que vous avez dans ce film... Ce qui capitalise le film, c'est que vous avez un juge matrimonial qui dit « Vous voulez divorcer? Ok. Que chacun d'entre vous, que chacun de vous aille me trouver 5 raisons suffisantes pour divorcer. » Et je vous assure, quand en règle générale on pose ces questions au couple, je pense, pour ce que nous avons lu ici et là, on a toujours envie de partir, mais quand il faut vraiment dire pourquoi on veut partir, ce n'est pas toujours facile. Et justement, vous avez donc fait un sondage sur les réseaux sociaux, donc l'affaire Bomblin. Et quel est le top 3 ou 5 des raisons qui poussent les gens à divorcer aujourd'hui? D'accord. Tu veux... je ne sais pas si tu as la réponse. D'accord. Alors, je sais qu'il y a les 3 premières raisons qui reviennent pour... ça reste à vérifier, mais la première raison, c'est la violence conjugale. La seconde, c'est l'infidélité. La troisième, je pense, le manque de respect. Donc, c'est le top 3 là, qui viennent. Et moi, je dis en règle générale, je le disais encore sur un de vos plateaux, je disais, pour moi, la violence conjugale ne doit pas être classée. Parce que, pour moi, c'est hors catégorie. C'est hors catégorie. En fait, ça ne peut même pas faire partie. Pour moi, dès l'instant où il y a violence conjugale, il n'y a plus à réfléchir. Là, c'est... Après, l'infidélité, le manque de respect... Il y a plein de raisons qui peuvent entourer, on peut peut-être discuter de ça et tout, mais il ne faut pas classer la violence conjugale, il faut la mettre hors série, ça ne doit même pas exister. Très bien. Je me tourne vers Lino Koufi, je repose le chef de produit TV Orange, qui flaire les bons coups, encore une fois. Et qu'est-ce qui vous emmène, au-delà de tout ce qui a été présenté, qu'est-ce qui vous amène, vous, à vous engager dans cette aventure? D'accord, merci Brice. Je crois qu'il y a moins de 3 mois, je pense, on était encore même sur ce plateau pour présenter Isabelle, justement.
Et je pense que la première motivation qui nous emmène à continuer ce partenariat, je pense, c'est le succès déjà d'Isabelle. Parce que quand on voit tous les retours et les audiences qu'on a pu réaliser avec Isabelle, on se dit tout de suite qu'il y a du potentiel à collaborer avec les studios FS et Live TV. C'est la première raison. La deuxième raison, je pense qu'il parlait de l'histoire, il parlait des scénarios. Et comme d'habitude, nous, on a pris le temps de lire l'intrigue, de décortiquer tous les scénarios. Et on s'est dit, c'est un projet énorme auquel on voudrait impérativement participer. Et je pense que ce projet, il est chapeauté par Hyacinthe, dont on sait la qualité de réalisation. Et tous les partis pris, je pense que tous les risques, parce que bien sûr, bien sûr, l'affaire Bomblin, c'est une série à risque quand même, parce qu'on tient sur 52 minutes. On est sur 12 épisodes de 52 minutes. C'est pas aisé, c'est un challenge qu'on a voulu relever avec les studios FS. Vous savez, pour un réalisateur de la dimension de Hyacinthe Oussou, il y a les trophées, c'est vrai, mais au-delà des trophées, il y a des productions, il y a une façon très palpable d'apprécier le talent d'un artiste, parce que Hyacinthe est un artiste. Je peux vous assurer que dès qu'aujourd'hui son nom est apposé sur une affiche en tant que réalisateur, je peux vous assurer que c'est une forme de certification de qualité. Maintenant, moi, la question que je voulais poser, c'est aux acteurs, à vous aussi. Aujourd'hui, je pense que vous ferez les bons coups. En tant que la TV d'Orange, on sait qu'Orange est un gros investisseur. Mais à vous, acteurs, est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma, est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce qu'on vit de ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La pause est longue. Parce que c'est une question qui est englobante en fait. On ne peut pas y répondre de façon simple parce que ça dépend du positionnement pour savoir qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas. Déjà, il y a une première chose qu'il faut retenir. Je pense que la plupart d'entre nous qui intervenons dans le cinéma ici, sous nos tropiques, nous ne le faisons pas passion. D'accord. Quand vous êtes déjà dans cette dimension, vous encaissez le coup de ne pas forcément vivre de votre art. C'est là où donc la deuxième réponse que je donnerai à cette réponse peut être un peu, vous voyez, il faut la sous-peser parce que si la satisfaction est beaucoup plus grande du côté de la passion, du côté de la rémunération, il y a un peu d'amoindrissement. Par contre, il faut reconnaître que nous avons une industrie qui est embryonnaire. Nous avons eu la chance peut-être de travailler dans cette industrie depuis plus de 15 ans, mais de l'époque où nous avons commencé à aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Du chemin qui a été fait. Il y a vraiment du chemin qui a été fait, même s'il en reste encore beaucoup à faire. Parce qu'après qu'on fait des analyses comparatives avec Nollywood du Nigeria et tout, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais aujourd'hui, je ne serais pas honnête de dire que de 2005 au moment où j'ai commencé à faire le cinéma, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution. Parce que aujourd'hui, il y a quand même des acteurs et actrices dans ce milieu qui sont payés à coups de millions. Ce qui n'était pas existant à notre époque. À l'époque, je veux dire, avec 300 000 balles, 200 000 balles, c'était déjà un bon cachet. Donc, il y a cette évolution. Mais on peut nettement faire plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant qu'il y ait de la structuration. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans l'écosystème. Il faut que les gens arrêtent d'attendre qu'on soit d'abord performant avant d'investir, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le gros gap, c'est ça. En gros, il nous reste encore, à mon avis, quand même, à vivre du rêve que nous vendons. Parce que nous vendons du rêve à la télé, mais nos vies ne sont pas encore. Je vais finir avec le monsieur, si tu permets. Parce qu'aujourd'hui, vous, Orange, parce qu'avec le tableau qui vient de peindre, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour qu'aujourd'hui, le maximum de personnes puissent vivre de ça? Puisque là, c'est une passion. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Exactement. Je pense que déjà, nous, notre ambition, c'est d'être un acteur essentiel dans le développement du cinéma ivoirien. Je pense que Guy Kalou le disait tout à l'heure, le cinéma est en croissance. Et nous, on a pour ambition vraiment de contribuer à cette croissance-là. Et comment on le fait? Je pense qu'on accompagne des initiatives telles que la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art. Je pense qu'on n'est pas à notre première coproduction. Et je pense qu'également, dans l'écosystème, on est assez bien connu pour des acquisitions, pour des partenariats et pour un accompagnement de tout l'écosystème pour la réussite, pour l'éclosion et pour le développement du cinéma ivoirien. On va revenir au film, si vous le voulez bien. Hier, il y avait l'avant-première. Comment vous avez l'impression que... Enfin, comment vous avez pensé, comment vous avez perçu les impressions des uns et des autres? Satisfaction? Oui, très satisfaite. Comment ça a été reçu? Très bien, le public a apprécié. Et nous aussi, acteurs, nous avons été très satisfaits d'avoir participé à ce projet.
Mais quand on regarde les scènes surréalistes qu'il y a dans ce film. Pourquoi surréaliste? Non, je veux dire, j'ai vu tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que j'ai regardé la bande-annonce, mais j'ai l'impression que en fait, la production est à un niveau, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. Donc, est-ce que quand vous le jouez, ça n'a pas été trop compliqué pour vous de jouer ce genre de truc-là? Non, je pose, c'est peut-être, mais bon, voilà. En fait, j'avoue que votre question me perd un peu, parce que est-ce parce qu'elle est trop grosse comme prod qu'on a du mal à bien jouer? Mais au contraire, parce qu'elle est une bonne prod, elle est une grosse prod qui nous tire vers le haut. Parce que pour qu'elle soit grosse, il faut qu'il y ait de la structuration. C'est un phasing en fait. Donc ça part d'une bonne préparation, ça part d'un bon coaching des acteurs, ça part donc du temps qu'on nous donne. Et ce qui est intéressant avec Hyacinthe, c'est la 3e fois que on joue avec lui, je pense. Ce qui est intéressant avec ce jeune frère, c'est qu'il développe, si vous voulez, un niveau d'affectivité avec vous qui fait qu'en fait, vous jouez en vous disant « Ok, je joue pour moi-même, mais ce gars, il faut que je le fasse parce qu'il a envie de m'emmener là. » Il ne pense pas pour lui, en fait. Il se dit « Je vous ai coopté pour ce rôle. Ce n'est pas juste pour que vous veniez jouer, mais c'est pour que vous puissiez passer d'une étape à une autre. » Et dès l'instant où vous avez ça en tête, quand vous rentrez, challenge quoi. Il me dit la même chose tous les jours quand je monte sur le plateau. Non, je vous promets, parce qu'il me dit, capitaine, ça va aller. Tu es là parce que tu es le boss. Ça, c'est bien, par contre. Par contre, il parlait de scène. On va évoquer la scène. Ouais, quand même, franchement. Parce qu'on dit Hyacinthe, ça touche, c'est la réalité. C'est-à-dire, il se rapproche de la réalité. Quand on embrasse quelqu'un, est-ce qu'on... Bon, enfin, non, c'est la question. C'est bon, Isabelle, votre question. Oui, alors, l'affaire Bonblin. Bonblin, pourquoi ce nom-là, en fait? Parce que ce n'est pas un nom qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas en Afrique. Est-ce que c'est pour peut-être vendre le film à l'international? Enfin, juste savoir, comprendre. Bon, je veux juste vous proposer, Isabelle, de poser la question à Hyacinthe le moment venu, parce que même nous, moi, je sais que Bonblin, c'est un nom. Alors, ce que je sais, c'est que c'est une affaire Bonblin, parce que le couple qui catalyse toutes les émotions, tout le buzz dans le pays, parce qu'après, vous voyez, le couple Bonblin, Jérôme et Chanel Bonblin, sont les... Chanel est la fille de l'homme le plus riche du pays. Bonblin, il vient de nulle part, en fait. C'est le mec qui s'est fait vraiment la place. Et ils sont ensemble. Donc, du coup, ce qui touche à ce couple, c'est un buzz dans le pays, en fait. Donc, ce que je sais de Bonblin, c'est que c'est l'affaire Bonblin, parce que Jérôme, il est Bonblin. Et c'est un nom d'un enfant de Sikogé à la limite, mais qui vient poser son nom dans une... Parce qu'Isabelle l'a vu Bonblin, toi, le Bonblin de Paris. Mais Bonblin, ça dépend de comment on prononce. Parce que Bonblin, ça peut être... Ça peut être l'affaire Kwasi. Par contre, Isabelle... Mais Bonblin, ça peut être Baoulé. Alors, Brice, ce que je veux dire rapidement, ça pourrait avoir plusieurs significations. Moi, je suis gourou, je suis de l'Ouest. Et chez nous, Bonblin, ça veut dire gros ventre. Ça pourrait dire celui qui a... Non, ça c'est chez nous. Oui, parce que on parle de pouvoir. Ça veut dire celui qui a vraiment la grande valise, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a scène, mais non, on parle de pouvoir, donc ça peut être peut-être on va tergiverser sur le nom. Le film s'appelle l'affaire Bonblin. Moi, quand je regarde, peut-être que ça peut faire naître des vocations. Voilà pourquoi je demandais comment on devient acteur. Est-ce qu'il faut absolument sortir des Beaux-Arts pour être acteur, ou bien vous pouvez venir comme ça parce que vous avez eu à échanger avec moi et qu'une idée de film vous trotte dans la tête, vous dites mais cette personne-là peut bien incarner le personnage que j'ai dans le film. D'accord. Tu veux répondre? C'est plus technique. Ouais. Alors, vous savez, tout métier sérieux a besoin d'une formation. On ne peut pas s'engager dans un métier où on veut faire carrière et ne pas se former. Par contre, il faut quand même faire une différence entre l'acteur et le comédien. Le comédien, à la base, c'est celui qui ne devient pas comédien sans passer forcément par une formation. Parce que le comédien, c'est celui qui est sur les planches, c'est celui qui fait du théâtre et tout, et qu'on pourrait retrouver aussi au cinéma. Par contre, l'acteur peut être celui dont la gueule plaît, qu'on a vu au détour d'un chemin et qui a toute la physionomie correspondante aux caractéristiques du personnage. Donc du coup, on le copte, mais du coup, quand on le copte, on le modélise pour qu'il puisse rentrer dans la psychologie du personnage. Donc il y a une formation à la base que vous faites, même si elle n'est pas académique, même si elle n'est pas, effectivement, si elle ne passe pas par un centre de formation et tout, mais avant de rentrer dans le personnage, tout réalisateur sérieux vous coach ou bien il vous affecte un directeur artistique ou un metteur en scène qui vous emmène au fur et à mesure de l'expression corporelle, de la gestuelle, de la diction à rentrer dans le personnage. Puisque au final,
c'est que quand on voit Guy Calou jouer, on ne doit pas dire c'est Guy Calou, on doit dire c'est Jérôme Bomblin. Et ça ne peut pas se faire sans que vous ayez une base en termes de formation. L'affaire Bomblin sera sur la TV d'Orange aujourd'hui. Elle est aujourd'hui donc sur la TV d'Orange. Et puis dimanche, en diffusion sur Live TV. On a été très heureux de vous avoir sur notre plateau pour en parler. On va souhaiter bon vent. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien insister sur la programmation parce que je pense qu'on a l'expérience d'Isabelle, donc on sait plus ou moins la programmation. Mais la série, sinon tous les nouveaux épisodes de la série seront disponibles les vendredis sur la TV d'Orange, c'est-à-dire 48 heures avant la diffusion sur Live TV tous les dimanches à 21h15. Merci Lino Kofi. Merci Aïcha, merci Guy, merci à tous les trois, Isabelle, Nick et Daouda. L'affaire Koulibaly. Très heureux. Quelqu'un m'a dit, allez, soignez-vous des autres que je vais sur vous, que je vais sur la Côte d'Ivoire. Il me fatigue Daouda. C'est vendredi. Ben oui Daouda.